Micro marche? Oui. Oui, tout marche. Bonsoir à tous et merci à la FTE de m'inviter à évoquer 10 ans de crise et maintenant non, à évoquer les ambitions de l'autorité des marchés financiers à un moment qui est marqué par le Brexit et l'éruption de nouvelles réglementations européennes. De fait, comme toutes les organisations publiques et privées, l'AMF établit régulièrement un plan stratégique et il se trouve que, comme c'est de coutume lorsqu'un nouveau président arrive, nous conduisons actuellement cet exercice afin de guider notre action au cours des 5 prochaines années. Or, rarement les défis, les incertitudes ont été aussi élevés. Il y a le Brexit et les nouvelles réglementations européennes, sur lesquelles je reviendrai donc, mais il y a également les bouleversements technologiques qui modifient en profondeur l'industrie financière et ses relations avec les épargnants. Il y a la nécessité d'adapter les circuits de l'épargne aux besoins de financement de notre économie et aux besoins d'une population dont les besoins de retraite complémentaires vont s'accroître. Il y a également un contexte général d'équilibre financier fragile, avec un endettement élevé, des liquidités abondantes, des taux réels négatifs, des primes de risque faibles. Je crois que vous êtes particulièrement bien placés pour mesurer l'ampleur des risques associés. Mais on va se concentrer ce soir sur les 2 thèmes que la FTE a retenus, le Brexit et les nouvelles réglementations européennes. En fait, j'observe dans ces domaines particulièrement complexes un télescopage quelque peu problématique des calendriers. Nous sommes d'abord en Europe à la veille de la mise en œuvre effective d'une vague sans précédent de nouvelles réglementations, alors que dans le domaine de la banque et de l'assurance, l'essentiel a déjà été fait avec le paquet CRD4, CRR d'une part, Solvabilité 2 d'autre part. En matière de marché financier, MIF 2, PRIPS, MMFR, pour ne citer que des réglementations les plus significatives, entrent en vigueur l'année prochaine. Au-delà des difficultés opérationnelles associées à ces réformes, la généralisation du LEI par exemple, je ne vois pas très bien, mais dans la salle, est-ce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de LEI? Il n'y en a pas, vous me rassurez. C'est no LEI, no trade. Donc, tout va bien. Tout va bien. Donc, au-delà des difficultés opérationnelles associées aux réformes, elles affectent les relations avec les pays tiers, donc potentiellement les futures relations avec le Royaume-Uni. Financement de la recherche, obligation de négociation sur des plateformes sont des exemples bien connus d'interactions possibles avec les pays tiers. Nous sommes ensuite en train de discuter des évolutions de la réglementation financière en Europe, que ce soit dans le cadre de la revue des MIR ou de la revue des ESA. Or, ces évolutions ne seront probablement pas arrêtées ou suffisamment tôt pour pouvoir être utilement mobilisées dans le cadre ou en parallèle à l'accord de retrait du Royaume-Uni, alors même que les relations avec les pays tiers sont au cœur de ces projets de réforme, que ce soit la réforme des MIR ou la réforme de l'ESMA, par exemple. Le Royaume-Uni sort en effet de l'UE, en principe le 29 mars 2019, alors même que dans le domaine financier, aucune orientation n'a à ce stade été arrêtée, que l'idée d'une période transitoire reste incertaine et que les échanges techniques entre autorités n'ont pas réellement débuté, comme c'est normal lorsque le cadre général n'a pas été arrêté au niveau politique. Je rappelle cependant que la prolongation au-delà de 2 ans de la période de négociation de l'accord de retrait demanderait un vote à l'unanimité du Conseil. Mener ces 3 dossiers en parallèle, introduction de nouvelles réglementations, négociation de nouvelles réglementations, sortie du Royaume-Uni, mener ces 3 dossiers en parallèle, c'est donc bien un chantier d'une complexité extrême, tant en termes opérationnels qu'en termes de conséquences structurelles. Le reste du monde nous regarde, je crois, de façon un peu inquiète. Pourtant, il est clair que le statu quo n'est pas envisageable, et tant le Royaume-Uni que l'Union à 27 doivent tirer toutes les conséquences du Brexit. Aujourd'hui, Londres est le poumon financier de l'Union, c'est le point de passage de la plupart des flux financiers entrants et sortants avec le reste du monde. C'est aussi le point de passage de beaucoup de flux financiers entre pays de l'Union.
Il est clair qu'après le Brexit, même si la place de Londres doit rester au cœur des échanges financiers internationaux, elle ne peut plus jouer le même rôle pour l'Union. Aucune zone économique puissante ne peut être dépendante d'un centre financier offshore. Il est donc particulièrement nécessaire que l'UE 27 se mette en ordre de marche pour faire émerger en son sein un système financier efficace qui assure au mieux le financement de nos économies, bref, une véritable union des marchés de capitaux. Je ne pense pas que ce projet signifie l'émergence d'un centre financier unique dans l'Union à 27 qui répliquerait ce que fait Londres aujourd'hui. Lorsqu'on examine les atouts des villes qui aujourd'hui semblent être en concurrence pour développer des activités financières, tout milite en fait pour l'émergence d'un dispositif multipolaire. Ceci n'a toutefois de sens que si ces places financières font l'objet d'une supervision cohérente. Or, le système actuel, avec 27 autorités nationales censées faire respecter un corpus commun de réglementation, cumule de nombreux handicaps que le Brexit met en évidence de façon un peu cruelle. Il a conduit à une hypertrophie de la réglementation, ce système à 27, à 28 en l'occurrence, à une hypertrophie de la réglementation qui, sans doute pour éviter les dérives nationales, est entré dans un luxe extrême de détails. MIF 2, je pense que vous avez lu MIF 2. C'est une cinquantaine de directives et de règlements, de niveau 1 et 2, c'est 1700 pages de réglementation. Or, cela n'a pas empêché des déclinaisons nationales disparates et cela a entraîné une rigidification très dommageable de la réglementation. Lorsqu'on met en évidence soit une incohérence, soit un effet néfaste non anticipé, soit qu'il y a apparition d'une circonstance nouvelle qui remet en cause la règle, le changement de cette règle nécessite, même pour des détails, de déclencher un processus institutionnel complexe. Et en l'attente de ces évolutions, il n'y a pas la capacité à émettre l'équivalent d'une no action letter à l'américaine. À l'évidence, on souhaiterait une réglementation plus ramassée, plus largement fondée sur des principes et laissant aux superviseurs une large latitude pour la mettre en œuvre en fonction des circonstances et pour décliner efficacement le fameux principe de proportionnalité. Difficile à mettre en œuvre dans des textes rigides. Ceci n'est bien entendu envisageable que si la supervision financière est exercée ou pour le moins coordonnée par une autorité européenne. C'est une des raisons pour lesquelles le renforcement du rôle de l'ESMA est une ardente nécessité. La Commission a présenté des projets en ce sens. On peut en discuter tel ou tel aspect. Je vais y revenir brièvement, mais dans mon esprit, il faut soutenir cette réforme, certainement l'améliorer, mais en aucun cas l'affadir ou la dénaturer. Nous avons besoin d'une supervision unique pour, comme je viens de l'indiquer, rendre possible le passage à une régulation plus agile, fondée sur des principes, mais également pour structurer l'union des marchés de capitaux et pour établir des relations équilibrées avec les pays tiers. Toute union a vocation à s'appuyer à la fois sur des règles communes, mais aussi sur des institutions communes. Il n'y aura pas d'union des marchés de capitaux sans ESMA fort. De même, il n'y aura pas de relations équilibrées avec les pays tiers si l'ESMA n'en est pas la contrepartie européenne essentielle. On voit bien à quoi correspond trop souvent la tentation nationale. En fait, il s'agit de faciliter des arbitrages réglementaires censés attirer l'activité financière. Ce ne sont pas des bases sur lesquelles nous pouvons construire une union des marchés de capitaux assurant un financement efficace de nos économies. Ce ne sont pas des bases sur lesquelles l'Union à 27 peut jouer dans le concert financier international le rôle qu'appelle sa puissance économique. Je vais évoquer très brièvement le rôle que pourrait jouer l'ESMA dans la régulation financière post-Brexit tel que nous l'avons en tête. La Commission a fort justement souhaité renforcer à la fois les pouvoirs directs de supervision de l'ESMA et ses pouvoirs indirects, et vis-à-vis des pays tiers, elle a souhaité la mettre au centre du dispositif. On voit bien la complexité d'un arbitrage à faire entre ce qui devrait rester dans le cadre de la supervision directe, indirecte, et ce qui devrait relever d'une supervision directe. La supervision indirecte revient en quelque sorte à surveiller les superviseurs pour s'assurer qu'ils appliquent effectivement de façon homogène la politique retenue au niveau européen. Cela laisse la compétence au niveau des autorités nationales, mais cela alourdit le dispositif qui peut rapidement devenir très bureaucratique. En transférant la compétence, on simplifie le processus et on assure d'emblée une homogénéité de traitement. Mais on s'éloigne du terrain, ce qui peut être préjudiciable
lorsqu'on évoque des dossiers concernant des petits intermédiaires financiers, des dossiers qui ont une composante de commercialisation avec la clientèle de détail, ou encore des dossiers avec une dimension forte de droit purement national. Il faut donc une justification sérieuse pour centraliser ces pouvoirs. C'est d'ailleurs bien la règle de la construction européenne fondée sur le principe de subsidiarité. Dans mon esprit, l'ESMA n'a ainsi vocation à devenir l'autorité compétente que pour des produits ou opérations qui ont une dimension transfrontière ou une importance systémique pour l'Union. C'est le cas, il me semble, pour les infrastructures de marché, c'est le cas des produits financiers wholesale, c'est le cas des produits à label européen, c'est le cas des indices d'importance critique. Elle a également vocation à structurer de façon cohérente l'ensemble des demandes de données faites à l'industrie pour unifier dans l'Union les dispositifs de collecte et centraliser les données dans une sorte de data lake commun, quitte à laisser aux autorités nationales la responsabilité d'assurer un premier niveau de contrôle qualité des données transmises. Cela va bien au-delà du projet actuel. Sur les infrastructures de marché, seules les chambres de compensation sont à ce stade évoquées, avec les réticences que l'on connaît de la part de nombreux pays de l'Union. Mais on voit mal ce qui justifierait que ce soit une autorité nationale qui soit compétente pour la régulation d'infrastructures qui, elles, ont une vocation au minimum européen et souvent mondiale. Et ce, alors même que ce serait l'ESMA qui, dans le cas des chambres de compensation, représenterait la compétence européenne sur les chambres des pays tiers. S'agissant des prospectus, des produits financiers wholesale, seuls sont aujourd'hui visés par le projet les émissions d'ABS et les émissions de titres hors action admis à la négociation sur les seuls marchés régulés réservés aux investisseurs qualifiés. Vous connaissez, vous, les marchés régulés réservés aux investisseurs qualifiés? Il n'y en a pas. Cette dernière catégorie est donc vide. Le marché wholesale se distingue en fait par la valeur nominale minimum des titres qui sont échangés, plus de 100 000 €, et non par le marché de leur négociation. Il conviendra de revoir dans mon esprit le projet sur ce point. S'agissant des relations avec les pays tiers, leurs institutions financières et leurs régulateurs, il s'agit là encore de faciliter la vie de nos contreparties étrangères et d'éviter l'arbitrage réglementaire en leur proposant un interlocuteur unique ou au minimum une réponse homogène entre les pays de l'espace économique européen. Je dois dire que la période actuelle où les différentes institutions financières internationales font le tour des places financières de la future UE 27 met en lumière la différence de traitement entre les activités bancaires, où le mécanisme de supervision unique permet d'assurer un traitement homogène, et les autres activités financières, que ce soit assurance ou activité de marché, où le rôle des autorités européennes de surveillance, EIOPA et ESMA, reste très limité et où les réponses nationales peuvent donc être singulièrement différentes, elles le sont. Compte tenu du télescopage des 3 chantiers que j'évoquais en début de mon intervention, compte tenu de la difficulté à organiser le Brexit en matière de services financiers sans avoir clarifié l'organisation que nous souhaitons pour l'Union à 27 et que nous ayons mis en place les dispositifs qui permettront d'assurer l'indépendance mais aussi l'efficacité de nos structures de financement, il semble nécessaire bien sûr d'éviter le hard Brexit. En tout état de cause, il serait raisonnable d'introduire une période de transition pour certains services financiers. Le cas de la compensation centrale est de ce point de vue emblématique. Je souhaite saluer la position qui a été prise par la FTE dans ce domaine en faveur d'une politique volontariste de localisation des activités de clearing. C'est clairement un objectif commun. J'appelle cependant une certaine prudence, notamment pour les swaps de taux d'intérêt. Toute solution de relocalisation précipitée, brutale de leur compensation, que ce soit dans le cadre d'un hard Brexit ou dans le cadre de l'activation de la faculté actuellement prévue dans le projet de révision d'EMIR, pourrait conduire à imposer dans l'Union le recours à un marché de couverture peu performant, ce qui pénaliserait en premier lieu l'économie européenne. Elle doit donc être, de mon point de vue, éviter cette relocalisation précipitée et brutale. Le devenir de la régulation financière post-Brexit apparaît donc particulièrement incertain. J'observe que nos amis britanniques sont inquiets pour nous. À la Chambre des Lords, il y a une série d'auditions sur le terme « Financial Regulation and Supervision Following Brexit ». Je vais citer quelques extraits de l'audition qui m'ont amusé, mais qui sont très instructifs de mon point de vue, de quelques grands cabinets d'avocats qui ont été conduites récemment, il y a un mois, 11 octobre, à la Chambre des Lords.
et ces grands cabinets nous disent ça, you have to remember that European financial regulation as it stands was almost entirely written by the UK. These are our rules. We wrote them. Whether Europe can keep up with the UK in a post-Brexit world is a matter of real concern. If we look at the history of many of the regulations, taking MiFID II as an example, much of it has copied our own domestic regime. I agree that one of the big questions on this side of the channel being the other one, and in the EU as it will be, is whether there will be enough expertise and market knowledge to do the job. L'ambition de l'AMF dans ce contexte est bien de relever ce défi, de contribuer à rendre compétitif le système financier post-Brexit et d'apporter des apaisements à nos amis britanniques sur la capacité de l'Europe à apporter les bonnes réponses aux défis de la régulation financière post-Brexit. Je m'arrête là parce que je ne peux pas aller plus loin, une fois que j'ai dit ça. Merci de votre attention. Je n'ai pas évoqué l'EuroPP, j'ai apprécié tout ce qui a été dit, le dynamisme de ce marché, malgré un petit passage à vide qui résulte de beaucoup de facteurs. Mais vous savez, toute l'attention que nous y portons, et nul doute que dans les projets de l'État au sens large, et qui vont être d'ailleurs revisités au cours des prochains mois, puisqu'il y a une loi qui est attendue, l'EuroPP est un élément qu'il faut absolument prendre en compte. Et s'il y a des évolutions de type réglementaire à y apporter qui sont dans les mains des autorités nationales, il faut saisir cette occasion pour les apporter. Je sais qu'il y a un certain nombre d'interrogations, en particulier sur les problèmes de sondage de marché, qui est un sujet directement dans nos volets. J'ai été interrogé là-dessus. En tant que président de l'AMF, on y a répondu. Est-ce qu'il faut... l'idée est maintenant de passer au niveau européen pour avoir des précisions de l'ESMA. Donc évidemment, le challenge, dès qu'on passe à l'ESMA, vous voyez que j'ai été assez favorable, même très favorable au renforcement du pouvoir de l'ESMA. Mais l'ESMA, tel que c'est aujourd'hui, c'est donc 28 régulateurs autour de la table. Le modèle d'EuroPP à la française, avec une forte composante obligataire, qui est celle qui interpelle pour les sondages de marché, nous est spécifique. Donc, je vais essayer d'avoir une réponse positive de l'ESMA, en ce sens, qui apaise les soucis qui ont été évoqués. Pour notre part, en France, les réponses que nous avons apportées sont sans ambiguïté. Ça ne nous pose pas de problème. Voilà ce que je voulais dire en clôturant cette journée qui a été bien remplie. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions, mais je sens une... Allez-y. Alors, le micro est là. Oui, il fonctionne. En vous écoutant, j'ai réalisé que je n'étais pas complètement sûr de savoir ce que serait en pratique une union des marchés de capitaux parfaitement aboutie. En d'autres termes, en quoi ça changerait la vie des entreprises? Est-ce que, par exemple, par rapport à un passporting, par rapport à des choses qui existent, finalement, ça serait quoi? Si on prend une union de marchés de capitaux cible, ça, c'est l'idée. Oui. Après, le chemin pour y arriver, il est long. Il est long, mais il peut s'accélérer parfois. Hein. L'histoire n'est pas linéaire. On voit qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont assez clés pour que ça marche bien. Il y a le droit à la faillite. Le droit à la faillite, c'est un sujet. Il y a un sujet sur la comptabilité. Il y a un sujet à régler. Ce n'est pas forcément les IFRS pour tout le monde, hein, je vous rassure. Mais il y a un sujet, c'est les deux sujets. Il y a un sujet qui est la véritable union bancaire. On n'est pas encore au bout de l'union bancaire, c'est très clair. Et puis, il y a dans nos matières de marché financier une vision homogène, un traitement homogène des sujets, un traitement homogène des prospectus, un traitement homogène, un traitement
simplifiée de tout ce qui est donné, demandé aux acteurs de marché et qui sont collectés aujourd'hui dans des conditions un peu extravagantes. Il y a une cartographie des passeports qui soit claire et facilement accessible à tous les acteurs qui sont intéressés. Aujourd'hui, c'est extraordinairement compliqué de savoir qu'est-ce qui est passeporté et où, et comment est-ce que c'est vendu, comment est-ce qu'avec un prospectus unique, on peut vraiment toucher l'ensemble du marché. Est-ce que avoir des règles sur la délégation d'un certain nombre de fonctions clés pour les sociétés de gestion, par exemple, des règles qui soient appliquées les mêmes partout, des règles s'agissant des infrastructures de marché qui soient effectivement les mêmes partout, et bon, j'ai évoqué le clearing, mais la négociation, le clearing, le settlement, c'est une chaîne qui structure les activités financières en Europe. On ne peut pas laisser la supervision de cette chaîne à une collection de superviseurs nationaux qui ont leur propre vision de ce qui doit être fait. Soit c'est directement l'ESMA, soit l'ESMA s'assure que c'est effectivement les mêmes règles qui sont appliquées partout. C'est ça qui fait que l'Union pourra avoir une force d'attraction d'ailleurs par rapport au reste du monde, parce que l'Union des marchés de capitaux, c'est bien pour l'Europe, mais c'est bien si elle attire les capitaux du reste du monde. Et donc, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de progrès à faire. Dans notre domaine, parce que évidemment le droit des faillites, je ne sais pas si je peux en parler facilement, mais je ne peux pas y faire grand-chose, même si c'est... Mais dans le domaine des activités purement financières, il y a des pas à faire qui sont extrêmement politiquement difficiles à faire, mais techniquement assez faciles à concrétiser. Il faut transférer des expertises. Des expertises. Il y a un certain nombre de points qui sont sur la table. Je pense qu'on peut simplifier les choses, aller plus loin dans d'autres. Par exemple, la Commission propose que les prospectus d'émissions d'actions dans certains secteurs, biotech ou autres, ne soient plus traités au niveau national, mais au niveau de l'ESMA. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Je préfère me concentrer sur des produits qui ont une vocation d'emblée à être vendus dans l'ensemble de l'Union, voire à l'international, et qui ne se percutent pas avec des projets de commercialisation retail. Peut-être qu'il faut, dans un second temps, ça fera sens, mais ce n'est pas la priorité d'aujourd'hui, me semble-t-il. Mais puis après, il y a des gouvernances, il faut éviter, il faut que les relations de cet organe central avec l'écosystème européen financier s'améliorent singulièrement. Les stakeholder groups qui existent aujourd'hui ne sont pas assez vivants, dynamiques et interactifs. Mais ça provient beaucoup des superviseurs nationaux qui veulent garder cette relation avec l'industrie pour eux. Il faut faire un saut. Je milite pour ça. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus, mais vous évoquez l'ESMA et la nécessité de renforcer ses pouvoirs. Est-ce que vous imaginez que c'est possible avec la gouvernance actuelle de l'ESMA? Non. Ça suppose... Non, la gouvernance doit... moi, j'ai vécu même la gouvernance du SSM au Supervisory Board de la BCE. On retrouve à l'ESMA quelque chose de presque... Il y a trop de monde autour de la table sur tous les sujets. Qu'il y ait beaucoup de monde autour de la table sur un certain nombre de sujets qui, de fait, concernent tout le monde et sur lesquels tout le monde doit pouvoir s'exprimer, éventuellement avec des votes pondérés, mais tout le monde doit s'exprimer, ça ne pose aucun problème. Mais sur des sujets de supervision précis, concrets, sur des sujets de revue de ce que
d'homogénéisation des traitements à l'intérieur de la zone, là, ce sont des affaires qui doivent être, dans mon esprit, tranchées par des gens, quelque chose de beaucoup plus restreint et qui représentent directement l'intérêt européen et pas des intérêts nationaux qui peuvent être en contradiction. Donc, il y a des projets de mettre un directoire dans ces ESA, un directoire qui probablement, tel qu'il est aujourd'hui, il est trop nombreux, parce qu'il n'y a quand même pas besoin d'être non plus un directoire de 9 personnes, mais donc plus ramassé, mais probablement avec plus de pouvoir. Plus de pouvoir, la contrepartie d'un pouvoir qu'on délègue, c'est qu'ensuite les gens sont accountable, c'est-à-dire qu'ils doivent rendre compte. Et il ne s'agit pas, ce n'est pas des chèques en blanc. Mais il y a un moment, il faut être efficace et éviter la bureaucratie et quand c'est possible. Donc il y a des évolutions dans la gouvernance à apporter, c'est évident. Merci.